merci de votre mobilisation. Et vous êtes nombreux, j'y suis sensible. Merci pour ça. Alors, je m'appelle Olivier Richard. J'ai un champ d'intervention qui est d'améliorer, c'est l'objet de mon métier, d'améliorer les relations dans les organisations. Et je fais ça à travers essentiellement 2 casquettes. Une casquette de coach individuel et de coach d'équipe. Peut-être une première question, c'est quoi un coach pour vous ? Comment vous définiriez un coach ? Alors on peut utiliser les micros, sinon je répéterai. Je me suis engagé à le faire, donc je répéterai pour qu'on puisse avoir une trace de ce que vous dites. Une personne qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Ok, ça suffit pas, mais on est sur une bonne, on est sur une bonne voie. Quelqu'un qui m'aide à atteindre mes objectifs, enfin qui me permet, en tout cas qui m'aide à atteindre mes objectifs. Une personne qui nous accompagne, qui nous motive. Bon, on va pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on peut ou pas créer de la motivation chez quelqu'un, mais qui nous accompagne, je prends. Ok, ouais. Il y a un doigt là-bas. Une dame a une idée d'un truc à ajouter. Une personne qui nous permet de trouver les clés de notre propre motivation. Ouais. Alors ça pourrait être un objectif de coaching. Ça pourrait être un objectif de coaching, retrouver de la motivation dans mon quotidien, dans mon travail. Oui. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a un regard extérieur et qui peut nous guider sur certains sujets ? Oui, ça peut être ça. Donc le regard extérieur, je prends aussi. Le guidage, je ne vais pas le prendre au sens premier du terme, je vais le prendre au sens de l'éclairage. C'est quelqu'un qui peut éclairer en disant « Est-ce que tu es bien sûr de ça ?» Ah. Voilà. En fait, et c'est un peu peut-être ce qu'on pourrait faire comme différence entre un coach et un formateur. Le formateur, il va donner une boîte à outils, il va donner des solutions, il va dire bah voilà, dans telle situation, tu as besoin de faire ça, tu peux le faire comme ça. Et le coach, il va plutôt aider la personne à prendre conscience de pourquoi elle n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait faire. Par exemple, être motivée, mais ça peut être plein d'autres choses. Et qui va lui permettre de trouver des clés qui lui sont propres, une façon, un chemin qui lui est propre d'arriver à faire les choses. Et une fois qu'on a dit ça, je fais ça auprès d'un public de managers, de dirigeants et aussi d'équipes. Parce qu'une équipe aussi peut des fois avoir envie de faire quelque chose et puis ne pas y arriver. Ça ne marche pas. Je sais ce que je voudrais faire, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est mon premier métier, le coaching. Et puis après, j'ai une deuxième activité qui poursuit le même objectif d'améliorer les relations dans les organisations. Peut-être qu'on pourra définir ce mot aussi, qui est la médiation. Donc là, on est arrivé à un degré de relation qui n'est plus agréable, qui est peut-être même conflictuel. Et si je suis en conflit avec quelqu'un, c'est parce que j'ai en face de moi, il y a 2 options. Soit la personne est bête, soit la personne est méchante. Soit les 2. Dans le meilleur des cas, c'est les 2. Comment ? Oui. C'est aussi parce qu'on est bête, méchant ou les 2. Alors, je ne prends pas les mots bête et méchant, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie de ces mots, c'est que si je suis en conflit, c'est que j'ai donné prise à ce conflit, c'est que j'ai dit des choses, c'est que j'ai pensé des choses, et c'est que j'ai fait des choses qui ont permis à ce conflit d'arriver. Et j'ai pas de mauvaise intention, en fait. Mais en médiation, je vais passer par un processus pas forcément très agréable, dans lequel je vais prendre conscience que je suis partie prenante de mon conflit et que je suis partiellement responsable de mon conflit. Et je vais aussi peut-être me dire, mais l'autre en face, il est juste aussi, alors je ne vais pas dire bête et méchant, mais il est juste aussi ignorant que moi de la relation, et il est juste aussi maladroit que moi, et peut-être qu'il n'avait pas de mauvaises intentions non plus. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, c'est très macro, hein, bien sûr, après il faut descendre dans le détail, parce que quand on est vraiment dans le conflit, se dire des trucs comme ça, c'est pas possible, hein, pas tout de suite en tout cas. Il va vraiment falloir pousser un peu l'exposition pour que les gens arrivent à prendre conscience. Mais une fois que j'ai fait ça, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'enlever la dimension émotionnelle du conflit. Et l'émotion, c'est ce qui fait la différence entre un conflit et un désaccord.
Mais si je n'ai plus qu'un désaccord et que j'enlève l'émotion, comme par hasard, je redeviens intelligent et je peux commencer à réfléchir à comment je vais sortir de ce conflit. Et il y a globalement 3 façons de sortir d'un conflit. Je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, on va explorer ça et on va trouver la solution de sortie du conflit. Et donc voilà quels sont les 2 métiers à travers le coaching où je vais être beaucoup dans la relation à moi et la médiation où je vais être plus dans la relation à l'autre, même s'il peut y avoir de la relation à l'autre dans le coaching. Comment à travers ces 2 métiers je travaille à essayer de rendre meilleur, d'améliorer les relations dans les organisations. Alors améliorer, ça veut dire quoi? En gros, il y a 2 filtres. Il y a le filtre de l'efficacité et le filtre de l'agréabilité. Voilà sur quoi je travaille. Et donc j'ai un cabinet qui est à Bordeaux et j'interviens un peu partout en France au gré de mes missions. Et avant ça, je suis quand même un pur produit des organisations. C'est-à-dire que j'ai passé 20 ans dans des boîtes à maltraiter des gens, à être maltraité, bref, à vivre un peu à travers tout ça. Et avant de démarrer un cycle de formation qui m'a permis d'arriver là il y a une petite dizaine d'années maintenant. Voilà. Est-ce que en termes de présentation, ça vous suffit? Oui? Ok. Pas de question de curiosité pour l'instant. Vous les amènerez après si vous en avez envie. De ce que j'ai cru comprendre, vous aujourd'hui, votre quotidien, il est appuyé sur un document, on pourrait l'appeler comme ça, qui s'appelle le projet de santé. C'est ça, j'ai bon? Ok, premier test. Merci Nathalie pour ce brief. Comment vous décririez un projet de santé? Alors, je ne vais pas forcément vous demander de me l'expliquer, mais plutôt sous forme, c'est quoi les mots-clés qui vous viennent? Si je dis projet de santé, vous pensez à quoi? Ok, alors le principe, c'est que si vous parlez tous en même temps, j'entends plus. Donc surtout l'un après l'autre. Hein. D'accord. Co-construction. Ok. Équipe. Pardon? Écrit. Oui, vous aviez demandé le micro, donc vous aviez un truc à apporter peut-être? Je peux éventuellement compléter. Et c'est une analyse territoriale aussi de ce qui se passe? Analyse. Territoriale. Ok. Avec ou sans micro? Ça part des besoins. Oui. Je suis une agence régionale de santé, donc bon, c'est pas tout à fait nous. On a toujours une vision un peu particulière des choses du point de vue duquel on les regarde. Ouais. Donc mon point de vue il est un peu institutionnel. Mon point de vue il est un peu institutionnel, donc la question de l'engagement des différents acteurs à travailler les uns avec les autres selon des règles qu'ils ont co-construites. Voilà. Ok. Donc en fait, on a l'alpha et l'oméga là. Vous avez dit on part des besoins et on arrive jusqu'à l'engagement, c'est ça? Ok. Moi, je dirais que la traduction version équipe, c'est l'envie. Ça part d'une envie. On va se calmer. Alors moi, Envie et désir, ok. moi, je dirais plutôt le pendant de l'engagement, c'est peut-être plus le guide. Le guide, ouais. Merci. C'est quoi le lien que vous faites entre un projet de santé et la communication? Comme il faut qu'on le rédige, comme il y a toute l'étape de rédaction, qu'on communique entre nous pour le rédiger ensemble en fait. D'accord. Donc ça c'est par rapport à l'écrit, c'est ça? Il y a une dimension de rédaction qui vous... qui amène de la communication, ou qui passe par. Oui. Ok. Je dirais que c'est aussi un cadre. Et
c'est un cadre qui peut éviter que la crispation devienne conflit. Si on reste dans le sujet. C'est aussi un espace qui fait référence pour l'équipe, puisque c'est elle qui l'a construit. Ce cadre, il est partagé. Hein, et donc, il produit aussi un certain nombre de règles auxquelles on peut se raccrocher si jamais, à un moment, il y a un différend ou une crispation qui apparaît entre différents partenaires. C'était pour essayer de raccrocher au sujet qui est le nôtre aussi des conflits. Ok, alors le raccrochage... C'est l'effet stéréo, attention, ouais. Vous avez maintenant... Le raccrochage, je vais m'en occuper, mais j'entends l'intention et merci. Le côté, en fait, quand vous dites le côté cadre, c'est en lien avec le mot guide qui a été posé tout à l'heure, c'est ça? C'est le côté état de droit. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui garantit, c'est ce qui peut contribuer à garantir la vie démocratique au niveau de l'équipe, quoi, puisque un projet de santé, il va préciser comment et les uns et les autres nous entendons travailler ensemble, quoi, et quelles sont les règles que nous produisons, idéalement, bien sûr. Mais alors, Monsieur le Président Terraza. Juste pour avoir une perspective, un prisme un peu équipe centrée, je dirais que c'est un cadre souple qui est important d'avoir en fait dans le quotidien. Ok. Ok. Bon, on a quelques éléments. On a quelques éléments qui sont pas mal. Il me manque peut-être une notion que j'avais imaginée, mais peut-être je me trompe. Quand vous dites envie, désir et engagement, ça veut aller vers quoi, ça, en fait? C'est quoi l'objet? C'est quoi l'enjeu? Un projet relationnel, il ne fonctionne que si on a un objectif commun. J'avais l'idée d'ensemble de coordination, mais c'est pas, d'exercice coordonné, mais d'officialisation d'exercices coordonnés, c'est-à-dire d'officialisation de choses qui existent déjà. C'est pour ça que dans l'écrit, en fait. Ok, donc là, vous reprenez, vous avez un terme qui reprend, me semble-t-il, un peu tout ça, mais dans quel but? L'amélioration des pratiques. Ok. Alors moi, je dirais amélioration de la qualité de travail en premier, avant la pratique. Donc là, pour le coup, de nos pratiques, mais surtout du service global que nous donnons à l'usager, en fait, une meilleure qualité de prise en charge. L'usager que dans votre métier, me semble-t-il, on appelle souvent le patient. C'est ça. Ok. Service rendu au patient. Ok. Je suis allé une fois à l'hôpital, j'ai compris pourquoi on disait patient, hein, d'ailleurs. Oui. Moi qui suis vraiment novice et vraiment en balbutiement de tout ça, il y a un mot qui me vient en tête, c'est la projection. La projection dans l'avenir du soin, de la coordination du patient, des relations. Mais vraiment une projection. Ok. Projection, j'entends un peu comme... j'entends le mot projet, mais avec une dimension dynamique encore plus forte peut-être que juste projet, quoi. Voilà, aller voir ça. plus loin. Ouais, ok. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, si j'essaie de synthétiser un peu ce que vous dites, un projet de santé, c'est un élément, je vais le dire comme ça pour l'instant, un terme neutre, qui part d'un besoin que je fais émerger grâce à une analyse territoriale et qui, en m'appuyant sur une équipe, une envie, un ou des désirs, et en passant par l'écrit, me permet d'élaborer un guide ou un cadre qui vise à améliorer des pratiques, une qualité de travail et un service rendu aux patients dans la perspective... comment dire, la projection, c'est ça en fait. C'est ça, dans la perspective d'un projet qui permettrait d'améliorer les pratiques, la qualité de travail et le service rendu aux patients. Okay.
Donc ça, c'est votre document, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, votre Bible peut-être, ou si on prend ce parallèle, en tout cas votre document de référence sur lequel vous appuyez le projet de la maison de santé. C'est ça ? Ok. Quand est-ce que vous avez fait ça, la dernière fois, mais pas pour la maison de santé, mais pour l'équipe ? C'est-à-dire à quel moment vous avez eu l'occasion de mener une analyse pour essayer de comprendre leurs besoins, leurs désirs, leurs envies, qui pourraient leur donner envie de se projeter pour améliorer leurs pratiques, avoir un meilleur service rendu à la maison de santé et de s'engager par rapport à ça. Comment ? Vous l'avez fait cet été avec l'équipe ? Ok. Ok, merci. On l'a fait, c'était un axe, la qualité de vie au travail en fait. À la fois, il y a la population à laquelle on s'adresse, mais aussi l'équipe, et c'est deux parties de notre projet de santé. Ok, ça marche. Donc certains, ou certaines en l'occurrence, ont eu l'occasion de le vivre ou de le faire, et puis d'autres pas forcément. Mais en fait, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. C'est ce que vous faites au niveau structurel de votre activité et de votre maison de santé, d'imaginer le faire au niveau d'une équipe. Ce que vous faites au niveau d'un territoire, imaginez le faire autour d'un groupe humain plus restreint, parce que finalement, vous allez voir apparaître des besoins qui sont un peu les mêmes. Mais c'est des sujets qui sont un peu compliqués à aborder. Parce que là, il y a une dimension technique qui est très forte, et on parle d'un collectif qui est la patientèle régionale, qui est un peu, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais désincarné, déshumanisé. Ce sont les patients du territoire. Quand on travaille au niveau d'une équipe, on parle de Guillaume, de Pierre et de Joséphine, qui sont là, qui sont des humains, des vrais humains que j'ai bien en face de moi, et avec lesquels je dois composer, avec lesquels je dois communiquer, avec lesquels je dois élaborer une relation professionnelle qui permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et en fait, j'ai une croyance assez forte qu'on est sur Terre pour être en relation les uns avec les autres. Bon, ça m'appartient. Je vous le partage, vous y réfléchirez si vous avez envie, mais moi, si on enlève ça, je ne vois pas bien à quoi on sert. Mais on nous apprend nulle part à le faire. Vous avez eu des cours de relation ? Moi, j'ai eu des cours à la fac de psycho-relation. Psycho-relation, ok. On a eu des approches. Déjà, il y a l'éducation. Enfin, je ne pense pas que tout s'apprend forcément à l'école. Et de par notre éducation, on peut avoir ça. Et après, dans le cadre de mes études, oui, j'ai eu des formations pour apprendre à communiquer avec les autres. Ok. Merci de partager cette expérience. Alors l'éducation, oui, vous avez parlé de l'école aussi. Il y a 2 endroits où on apprend à l'école. Il y a la classe et il y a la cour de récré. Je ne sais pas si vous avez vu, en général, ceux qui sont bons à un endroit, ils sont moins bons à l'autre. C'est plutôt un territoire d'expertise sur lequel on s'exprime mieux. Et après, on arrive dans le monde des organisations, dans le monde du travail, où là, c'est en fait une gigantesque cour de récré qui se prend pour une salle de classe. Bon. Une fois qu'on a dit ça, en fait, quand je dis qu'on n'apprend pas à être en relation, en fait, on nous apprend à obéir. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne tapes pas l'autre. Tu lui déchires pas ses affaires. Tu lui piques pas ses crayons. Et si tu fais pas ça, eh ben, tu seras puni. Mais à quel moment on nous propose de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une relation ? Comment est-ce qu'on définit une personne ? C'est quoi la définition d'une personne ? À quel moment on nous propose de réfléchir sur ce qui constitue une relation ? C'est quoi les éléments constitutifs d'une relation ? Qu'est-ce qu'il y a dans une relation ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on fait ça.
je dois faire ça. Au moins. Minimum. Des fois plus. Oui. Mais oui. Il faut être 2. Alors, j'avais pas prévu qu'on aille là-dessus, mais si vous voulez, on peut y aller. Si vous voulez, on peut y aller. Comment vous définissiez une relation ? Il faut être 2, ok ? Il y a une interaction, ouais. Et quels sont les champs, en fait, dans lesquels cette interaction va se matérialiser ? Comment ? On peut les catégoriser. On peut les catégoriser. En fait, dans toute relation, vous avez trois étages, je vais le dire comme ça. Le premier étage, si on le prend au sens qu'on nous l'apprend en fait, souvent. Le premier étage, c'est l'étage juridique. Dans nos relations avec les autres, il y a toujours une dimension juridique, tout le temps. Entre vous et moi, il y a une dimension juridique. Ça va ? Tout le monde là ? Non ? Par exemple, si vous vous levez et que vous venez me donner un coup de poing, vous allez voir qu'en fait, il y a une dimension juridique entre nous qui régit notre relation. Il n'y a pas de raison que vous le fassiez, mais vous voyez, vous n'avez pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un socle commun qui est le Code civil, par exemple, et qui, à minima, définit les relations entre nous. Et après, on peut rajouter d'autres choses. On peut rajouter le Code du travail si je suis votre salarié ou que vous êtes mon salarié. On peut rajouter le Code de la route si on conduit chacun des véhicules ou que l'un d'entre nous conduit des véhicules. On peut rajouter d'autres couches. Mais il y a toujours une dimension juridique dans une relation. Après, il y a des éléments techniques. Il y a des éléments techniques. Les éléments techniques, c'est ce qui constitue notre relation qu'on décide entre nous. Par exemple, on se dit cet atelier commence à 13h30. C'est pas la loi qui le dit, ça. Okay, on se met d'accord entre nous sur ces éléments techniques et on a la main dessus, on fait ce qu'on veut. C'est à nous de nous entendre, ou pas. D'ailleurs, il y a des fois, on voudrait que l'atelier commence à 13h30, et puis, en fait, tout le monde n'a pas pris son café, donc l'atelier ne commence pas à 13h30, il commence à 13h45. Et donc, on va moduler les éléments techniques en fonction de ce qui est possible pour nous. Et puis, il y a une troisième dimension, qui est la dimension émotionnelle. Il y a 2 N ou un seul ? 2, hein, c'est mieux. La dimension émotionnelle, c'est est-ce qu'on s'entend bien ou pas ? Vous voyez, là, si on était dans une relation émotionnelle pas terrible, parce que ce matin, il y a eu un autre atelier où vous m'avez un peu enquiquiné, okay, je suis un peu grognon, là, j'ai bien mangé et tout. C'était chouette, hein, mais bon, je suis un peu resté quand même sur... voilà. J'aurais pu venir vous voir et vous dire, bon, on avait dit 13h30, peut-être vous pourrez prendre un café à la pause, parce que là, ça serait bien qu'on commence. Et la première motivation d'une relation, elle est émotionnelle. C'est là-dessus que vous fondez l'idée que vous aimez ou pas être en relation avec une personne. Alors si vous avez un problème avec un membre de votre équipe, vous pouvez par exemple le régler au prud'homme. Et le juge, il va faire quoi ? Il va dire, la loi dit ça. Et mon interprétation de la loi dans votre situation, c'est celle-ci, donc je vous impose ça. Ok ? Mais monsieur le juge, je ne suis pas content. Il n'en a rien à faire en fait, ce n'est pas son problème. Lui, il regarde ça et il impose ça. En médiation, on va s'occuper de ça. Et je vous donne la parole juste après. En médiation, on va s'occuper de ça. Et une fois que ça va, après, ça, c'est facile en fait. Et ça là-haut, il y a des trucs avec lesquels on compose, c'est pas vraiment notre sujet en fait, on s'en fout un peu. Vous aviez une question ? Il y a quand même aussi un peu d'émotionnel, même si c'est un juge. Enfin, ça dépend comment il s'est levé le matin, comment il a bu son café ou comment il a réussi. Voilà. Ouais. Donc je pense que... Mais ça, c'est dans la relation entre vous et le juge. Est-ce qu'il vous aime bien ou pas ? Et je suis d'accord, le juge, c'est un humain.
Donc sûrement que ça peut jouer. Vous voyez, si vous l'agacez, si vous vous tenez pas bien pendant l'audience, que vous dites des gros mots, que vous l'apostrophez, que vous venez le chercher là, il y a des chances que ça ait des effets là-dessus. Vous avez tout à fait raison, je vous rejoins complètement. Ok. Par contre, là où le juge il intervient dans la relation entre vous et quelqu'un, et c'est dans ce sens-là qu'il lit les choses et qu'il applique les choses. Et nous, on va le faire dans l'autre sens. Et donc, plus la relation émotionnelle sera bonne entre les membres de votre équipe, et plus les éléments techniques, qui sont comment on travaille ensemble, seront faciles à mettre en place. Oui. Ça veut dire que pour qu'une structure fonctionne correctement, est-ce qu'on peut faire que le côté juridique et technique et on enlève l'émotionnel, c'est possible? Ou je vois à votre sourire que vous connaissez déjà la réponse à votre question. Non. L'émotion, c'est la chimie du cerveau. Vous ne pouvez pas l'enlever. L'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Étymologiquement, et movere, ce qui me met en mouvement. Si vous êtes là, c'est pour des raisons émotionnelles. C'est parce que vous vous dites cet atelier, il va être chouette et il va m'aider à vivre mieux dans ma structure, donc je viens chercher de la joie. Ou alors c'est parce que mon patron m'a demandé d'être là et j'ai pas envie de le décevoir, donc c'est peut-être une peur de toucher votre image professionnelle, il vous a dit d'y aller, donc vous venez. En tout cas, il y a une émotion qui fait que vous êtes là. Tout ce que vous le faites sur une base émotionnelle. Donc on ne peut pas enlever l'émotion. Pour aller au bout de cette idée, 100% des gens qui vont au tribunal pensent qu'ils ont une chance de gagner. Bah oui. Et ben voilà, sinon il ne faut pas y aller. Donc dans 100% des cas, je pense que j'ai une chance de gagner. Sauf qu'il y en a au moins la moitié qui se trompent. Alors, là je parle de médiation, donc je parle de résolution de conflits. Refusez le mot de gestion de conflits, s'il vous plaît. On ne gère pas les conflits. On gère des portefeuilles boursiers, mais gérer, ça veut dire faire avec. Je connais des gens qui gèrent les conflits. Ça leur apporte beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est résoudre les conflits. Donc en médiation, on résout les conflits, mais c'est un peu... je fais le parallèle avec les pompiers. C'est-à-dire que les pompiers, ils aiment bien, hein, enfin ils aiment bien. Je ne sais pas s'ils aiment bien en fait, mais ils viennent éteindre les feux quand il y a le feu. Mais ils préfèrent vous envoyer avant une commission de sécurité qui va regarder s'il y a les bonnes sorties de secours, si elles sont fléchées correctement, si les extincteurs sont placés aux bons endroits, etc. Et en fait, les médiateurs professionnels ont une activité qui est similaire à celle-ci, sur un métier qu'on appelle la QRT, qualité relationnelle au travail, et on fait de la prévention à la dégradation relationnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être en conflit pour commencer à se dire qu'est-ce qui dégrade les relations, qu'est-ce qui permet de les conserver bonnes. Et encore une fois, on a employé le mot tout à l'heure d'ignorance ou de maladresse. Si on ne nous apprend pas ça, on ne peut pas se le reprocher. Qui parle turc ici? Personne? Ben alors, c'est pareil. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir ce qu'il n'a pas appris. Donc l'idée, c'est pas d'aller reprocher ça. L'idée, c'est de dire, tu sais pas, c'est pas grave, en fait. Tu es un être apprenant et tu es capable d'apprendre. Et je peux te dire, et une fois que tu sauras, par contre, tu as la responsabilité d'avoir à la fois le bon état d'esprit et aussi la bonne aptitude à communiquer pour rester en bonne relation avec les autres. Ça appartient, c'est la liberté de chacun. Mais il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Et je vous propose qu'on rentre un peu dedans. C'est qu'est-ce qui pourrait dégrader les relations dans une équipe ou ici, hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire là pour dégrader un peu nos relations? Je sais pas moi, interrompre votre discours, parler, rigoler à ce que vous dites, voilà. Ok. Alors vous avez dit mettre un brouhaha, m'empêcher de parler. En fait, voilà,
Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez en fait d'avancer dans mon sujet. C'est ça. Vous pourriez essayer donc de me le groupe, contraindre, mettre de la contrainte pour m'empêcher ou m'obliger à parler plus fort peut-être pour passer par-dessus vous si j'essaye de faire ça. Mais ça peut être ça. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Ok. Vous avez dit autre chose, il y a peut-être moyen de tirer ce fil-là. Rigolez à ce que vous dites. Il y a par exemple eu des moments où j'ai dit des phrases en imaginant qu'elles allaient peut-être vous faire sourire et ça a marché. Donc ça ne m'a pas choqué que vous rigoliez à ce que je disais. Vous avez dit quoi? Jugement? Oui. Parce que c'était voulu. Donc c'est pas ça que vous disiez, hein. C'était pas à ça que vous pensiez. Vous avez évoqué le mot jugement, ouais. Oui. Les non-dits. Oui, alors ici dans la salle, je vois pas quelle forme ça pourrait prendre, mais je suis d'accord. C'est un bon ingrédient de la dégradation relationnelle, les non-dits. Vous pouvez l'illustrer? Vous avez un exemple? Par exemple, si quelque chose qui ne me va pas dans un comportement d'un médecin ou autre, si je le garde pour moi, ça va continuer à se dégrader. Ouais. C'est vrai que j'accepte en fait le comportement et ça peut aller plus loin. Ouais. Ok. Ce que vous, en fait, ce que vous dites, c'est que je vais empêcher le collectif de prendre conscience de quelque chose parce que je vais me taire, je vais garder pour moi une dérive que j'ai vue, que j'identifie comme potentiellement péjorative, et je vais empêcher donc la formation de circuler et donc l'émergence d'une solution. C'est ça. Oui. Et donc, par mon silence, en fait, je contrains le collectif à continuer à vivre avec quelque chose qui ne va pas bien. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? En fait, je ramène ce que vous dites à la notion de contrainte. Ah, c'est une contrainte. Le fait de ne pas dire les choses, de ne pas dire ce qui ne convient pas, que ce soit pour moi ou collectivement, c'est une contrainte. Soit que je m'impose à moi-même, soit que j'impose aux autres. Alors à la limite, si je ne me l'impose qu'à moi, ça ne va pas me rendre très heureux, mais c'est mon problème. Si je l'impose aux autres, c'est plus embêtant. C'est ce que vous disiez, il y a peut-être des gens qui voudraient que je continue à parler, et d'autres comme vous que ça n'intéresse pas, et donc qui vont essayer de faire en sorte, ou qui ne sont pas du tout d'accord, je dis des trucs qui vous hérissent les cheveux sur la tête. C'est pas vrai, hein, vous êtes très bien coiffé. Et donc par rapport à ça, vous allez m'empêcher d'avancer. Ok. Oui, donc vous avez évoqué le mot de jugement, le fait de rigoler. En fait, on a autour de ça une idée qui est que vous allez interpréter que comme je dis des choses qui vous paraissent farfelues, je suis un farfelu. Donc là, c'est poli. Vous allez aussi interpréter des fois que comme je dis des choses qui vous paraissent être de l'ordre de la connerie, ben je suis un con. C'est ça l'interprétation. C'est de faire une généralisation à partir d'une situation. Vous vous dites, mais il dit un truc, moi je dirais pas du tout ça. Je suis pas d'accord avec ça. Donc je l'interprète et j'interprète que la personne est comme ça. Ok. Donc l'interprétation, le jugement. Interprétation qu'on range avec les jugements. Il y a autre chose que vous pourriez faire. Oui. Oui, on va retomber sur la contrainte. Vous allez me contraindre à votre absence, alors que moi je voudrais communiquer avec vous. Mais comme vous fuyez, vous me contraignez à votre absence. Ça arrive des fois en médiation. Ah mais moi je me dispute plus, hein. Je ne lui parle plus. Et oui, c'est de la contrainte. Si on avait un conflit, oui, tous les deux, oui, en dehors de ça, oui, et que, j'imagine, moi je vois ça dans une équipe. Si deux personnes ont déjà un conflit en dehors de l'équipe soignante, elles vont venir l'importer au sein d'une équipe et du coup créer une mauvaise ambiance. Oui, absolument. Et on pourrait même imaginer que, comme on est tous les deux en conflit en dehors, là vous prenez la parole, je me dis en fait il est en train d'essayer d'amener un truc pour me foutre la pagaille dans mon... Ok ? C'est le cas. Ta gueule. Et donc on va à ce moment-là avoir l'impression qu'on peut se projeter dans la tête de l'autre et on sait à sa place ce qui s'y passe. Je pense à votre place. Vous prenez la parole parce que vous voulez créer quelque chose pour m'embêter. Je me crois vachement important quand je fais ça. Hein. Et en dehors de ça,
à qui ça n'est jamais arrivé, de dire oui, mais il fait ça, mais c'est parce que derrière il veut, ou derrière il imagine que, ou voilà. Je prête une intention. Je crois que l'autre, je crois savoir pourquoi l'autre fait ça. Je crois que je peux penser à sa place. Alors que vous êtes d'accord, on n'est pas équipé pour ça. Dieu merci. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Mais ça, c'est effectivement un troisième élément qui est le prêt d'intention. Et en fait, là, vous avez les trois invariants du conflit. Dans tous les conflits, vous avez des prêts d'intention, vous avez des interprétations sous forme de jugement et vous avez de la contrainte. Tous, 100% des cas. Et ça, on pourrait l'apprendre à l'école. Alors, on ne l'apprend pas. Mais on pourrait l'apprendre à l'école. Et toutes les idées, tous les exemples que vous pourriez trouver, de ça aussi, ça pourrait dégrader notre relation. Si vous réfléchissez bien, vous allez pouvoir les rattacher à un des trois. Et on appelle ça les pics. Ce qui est rigolo, c'est que ça marche dans les deux sens. Le prêt d'intention, il peut aussi être positif. Je peux me dire, ce monsieur demande la parole parce qu'il a envie d'éclairer l'Assemblée avec un apport qui peut rendre service à tout le monde. Donc je peux vous prêter une intention positive. Je peux vous dire par exemple que vous êtes bien coiffé, c'est un jugement positif. La contrainte, c'est plus difficile. Comment ? Bon, je ne vous ai pas entendu. Vous me raconterez à la pause si vous avez envie. Donc voilà, on est là sur les éléments constitutifs du conflit. Si dans certains cas, vous n'en avez que deux, c'est-à-dire que vous vous dites cette personne-là, elle est quand même très très bête. Et en plus, elle m'empêche de partir à l'heure chez moi parce que comme elle est incompétente, eh ben, je suis obligé de faire son boulot. Ok ? Mais je ne pense pas qu'elle le fasse contre moi. Elle ne le fait pas pour m'embêter, c'est juste qu'elle est incompétente. Là, je suis en relation dégradée. Je ne suis pas en conflit. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait les trois. Si j'en ai que deux, j'ai une dégradation relationnelle, mais je n'ai pas de conflit. Donc voilà le type de travail qu'on fait en qualité relationnelle au travail avec une équipe, sur l'idée de la faire réfléchir à qu'est-ce qui, aujourd'hui, l'empêche d'être totalement dans une relation fluide entre ses membres, et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Parce que on voit bien par rapport à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, vous ne voulez pas communiquer avec moi, donc vous fuyez. La réponse, elle est un peu facile. Il suffit de ne pas fuir et d'accepter de parler. Et à d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus difficile de se dire... parce que si ce que je fais vous agace à tel point que vous voulez parler par-dessus moi et m'empêcher de parler, vous avez le droit aussi d'avoir votre avis. Et donc je fais quoi ? Quand j'ai deux personnes qui sont d'un avis radicalement différent sur un sujet dans une équipe, je fais quoi ? Aussi un peu particulière que de toujours vouloir être dans l'évitement du conflit. On sait qu'il y a des penseurs de la sociologie des conflits, par exemple, qui existent et qui dit le conflit, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui permet de confronter aussi des points de vue différents et dans une dynamique dialectique, de trouver une issue. Alors, comment ? Ce qui se passe, c'est que en général, ces personnes-là n'ont pas pris le soin de définir ce qu'est un conflit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne gagne pas. On ne gagne pas dans un conflit. Les solutions de sortie de conflit gagnant-gagnant, ça n'existe pas. On ne peut que perdre. On peut avoir un désaccord. Et ça, c'est OK. Mais à partir du moment où vous rentrez dans une émotion qui vous fait dire l'autre, il fait des trucs contre moi, il me juge, il me contraint, il m'empêche, il m'oblige, vous allez repartir avec ça et vous allez l'avoir sur vous tout le temps. Ça va vous bouffer le bide, ça va vous bouffer la tête, ça va vous empêcher de dormir. Et ça, c'est pas productif en fait. Donc que le désaccord soit source de croissance et d'élaboration de nouvelles solutions, oui, ça, 100% d'accord. Par contre, qu'on soit obligé,
En tout cas, qu'on puisse imaginer que le conflit, c'est une bonne idée. Pour vivre une partie de mon temps avec le conflit, non, c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est d'intervenir avant, en fait. C'est de se dire, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à plus dormir la nuit, comment est-ce qu'on peut désamorcer ce qui est en train de se passer? Et en effet, vous ne pensez pas la même chose de la même situation, et vous avez le droit, c'est OK, mais on va trouver une manière de gérer ça avant d'arriver au conflit. Et peut-être que la manière, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui s'en aille. Hein. Un médiateur, il n'est pas là pour rabibocher les gens, en fait. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'ils élaborent ensemble un projet relationnel. Vous vous rappelez les premiers mots qu'on a posés au début, là, le projet. Le projet, c'est peut-être de se dire, on est tellement en désaccord que peut-être qu'il ne faut plus qu'on travaille ensemble. On s'est tellement fait de mal, on s'est tellement dit de choses désagréables que, waouh, même si j'ai compris que tu m'en voulais pas et que ce n'était pas contre moi, pour autant, ça m'a bouffé la vie et là, ça m'est compliqué de te croiser tous les matins. Et on se dit ensemble, peut-être qu'il faut qu'on arrête. Et comment on fait ça? Et ça, c'est l'élaboration du projet. Comment est-ce qu'on arrête d'être en relation si on ne veut plus être en relation? Ça, c'est une option de sortie de conflit. L'autre option de sortie de conflit, c'est de reprendre la relation. Ok, j'ai compris ce qui s'était passé. Ça marche, c'est clair. Merci de cette clarification. On passe à autre chose. C'est assez rare. La troisième option, c'est un aménagement de la relation. C'est-à-dire qu'on reste en relation, mais il y a des choses qu'on va faire différemment maintenant. Il y a des sujets dont on se dit collectivement qu'on n'en parle plus, ou qu'on n'en parle pas au boulot, parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord, et donc ça n'a pas forcément besoin d'être débattu. On sort d'une période politique, on peut très très bien travailler en n'étant pas d'accord politiquement et en étant quand même d'accord sur le projet d'une maison de santé. Et on est aussi en mesure de se dire, mais n'en parlons pas, laissons-le à côté. Ça ne fait qu'attiser des trucs qui ne nous plaisent pas. On n'en parle pas, chacun fait sa vie politique de son côté, et professionnellement, on peut s'entendre. On réfléchit ensemble. Voilà. Non, je me dis, il faut pas être naïf non plus. Dans la vie, il y a des tensions, il y a des rapports de force qui génèrent des dissymétries dans la relation des uns aux autres, hein, et qui font que parfois, on ne peut en sortir que par la confrontation. Parce que sinon, on ne parvient pas à rééquilibrer le rapport de force autrement, me semble-t-il, que par le conflit. Alors c'est une question, est-ce qu'on peut rééquilibrer un rapport de force autrement que par le conflit? Est-ce qu'on peut rééquilibrer une relation qui semble dissymétrique entre deux acteurs autrement qu'en arrivant à en découdre? On le voit par exemple dans le cadre politique, de désaccords qui se manifestent dans la rue, etc. L'idée, c'est quand même aussi de tenter de retrouver une forme de pied d'égalité dans le rapport de force que nous avons les uns avec les autres. Alors, je suis pas en train de faire la promotion du conflit, qu'on s'entende bien. C'est pas ça le sujet, on réfléchit ensemble. C'est intéressant aussi de pousser l'idée, là, c'était juste de pousser un peu plus loin, quoi, et de se dire, ne le voyons pas qu'une fois de plus sous un angle négatif et uniquement quelque chose à éviter. Même si je suis d'accord avec vous, ça laisse forcément des traces pour chacun d'entre nous dès lors qu'on a à entrer en conflit avec un autre, sauf à avoir une psychologie un peu particulière. Je ne pense pas être là-dedans, je vous quand bien même, et de toute façon, on ne va pas dans la psychopathologie en médiation. Je vais vous montrer. Mettez votre poing comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne lui ai pas demandé de résister. Ni de me pousser. Voilà. Mais ça, c'est un exercice que vous pouvez faire n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe quand, ça marche tout le temps. Pourquoi? Parce que là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelqu'un vous met dans l'adversité. Et la seule façon que, naturellement, vous allez avoir de réagir à l'adversité, c'est par l'adversité. C'est-à-dire, je vous pousse, et vous vous dites, mais non, pas question. Non, je vais tenir bon. Okay? Ça, c'est une façon naturelle, mais émotionnelle, de l'humain, de réagir à ça. Et en fait, il y a une autre issue, qui est l'altérité, qui est de considérer, ok, tu as envie d'aller par là, ça peut être une danse en fait, on peut, je sais pas, tester un truc, voyons ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est de remplacer l'adversité par l'altérité. Et on peut obtenir des choses qui avancent autrement qu'en mettant de la contrainte en face de la contrainte. En fait, je prends des exemples réels sur lesquels on travaille en médiation. Une grève
dans une maison de retraite, pour prendre un exemple assez récent, on peut en sortir en forçant, mais on peut aussi en sortir par le dialogue. En médiation, on a très régulièrement des accusations de harcèlement qui tombent. Parce qu'une fois que la personne elle a compris ce qui se passait, mais en fait, il m'en voulait pas. Ben non, il t'en voulait pas, non. Il voulait juste que tu fasses ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Il voulait juste des résultats. Et effectivement, comme tu rendais pas le dossier, il t'appelait à 20h chez toi le soir parce qu'il savait pas où était le dossier. Mais il t'en veut pas. Il veut du résultat. Et il emploie des moyens qui sont hyper maladroits, voire limite pas légaux. Mais il t'en veut pas. Ah ouais. Et donc, en fait, il n'y a pas de harcèlement. Et très souvent, une médiation, dans une situation de harcèlement, se solde par un arrêt de la plainte, en fait. Au mieux en interne, au pire en gendarmerie, parce que ça arrive aussi. Et encore cet été, j'ai eu un cas, et j'en discutais à la fin de l'été avec une consoeur qui a eu un cas aussi. Elle était en gendarmerie, moi j'y étais pas, mais ça s'est soldé pareil. Une fois que les gens ont compris ce qui se passait dans la tête de l'autre, plutôt que d'essayer de l'imaginer par le prêt d'intention, ils se rendent compte qu'en fait, oui, ils sont responsables de leur conflit. Je n'ai pas su, je n'ai pas pu traiter ce dossier. Je ne savais pas faire. Je n'ai pas réussi, dans les temps impartis, à faire ce qu'il attendait de moi. Et plutôt que d'en parler, je me suis carapaté pour récupérer mes enfants à la sortie de l'école et je suis rentré chez moi. Et lui, il attendait. Et il m'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis ça s'est produit plein de fois. Et au bout d'un moment, je dis stop, harcèlement. Ah, vous avez le droit, j'ai rien à vous vendre. Mais, je veux dire, j'entends ce que vous dites, mais il n'empêche que la personne qu'on a appelée, moi vous m'appelez 10 fois à 20h, pour moi c'est du harcèlement. Même oui, si vous allez vous sentir harcelé. Mais oui, mais je pense que là on est sur l'émotionnel aussi, ce qu'on peut ressentir, ce que, je sais pas, mon collègue il va être appelé 20 fois à 20h et il va le prendre très simplement. Alors c'est du harcèlement ou pas? J'adore votre exemple en fait. Pour moi, oui. Pour vous, oui, et pour votre collègue qui ne le prend pas comme ça, non? Émotionnellement, je le vis comme du harcèlement. Et mon collègue va le vivre comme... Exactement, parce que vous n'arrivez pas, en fait, vous n'arrivez pas à faire face à ça. Vous vous sentez acculé, vous vous sentez harcelé, c'est horrible pour vous. Et puis lui, il va dire, encore l'autre con qui m'appelle, là, ça fait 10 fois, il n'a pas compris que je décrocherai pas. Je m'en fous, quoi. Lui, il ne va pas se sentir harcelé. Il a des moyens, il va réussir à aller chercher des moyens qui font qu'il va réussir à traverser la situation avec sérénité. De toute façon, je m'en fous, je ne répondrai pas. Et puis, il avait capable de me donner le dossier à 16h pour le lui rendre à 17h. Il savait bien que j'allais mes enfants à aller chercher. Et l'idée, c'est de se rendre compte que, de toute façon, il ne s'agit pas de légitimer des pratiques en disant « Ouais, ok, tu as bien fait de l'appeler, c'était normal. Attends, il ne t'a pas rendu le dossier, vas-y, appelle-le 10 fois, tu as le droit. » C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que lui aussi prenne conscience que ses moyens, ils sont complètement maladroits et que, en plus, ça ne marche pas. Donc, ce que vous me dites, monsieur, c'est que vous l'avez appelé 9 fois. 9 fois, il n'a pas répondu. Et là, vous vous êtes dit quoi? Je vais l'appeler une 10e fois. C'est ça que vous avez fait. Et il n'a pas répondu. Ah oui, persévérant et surprenant. Et oui. J'essaie de remettre un peu mes pensées en ordre et faire le Pardon, pont, je vous bouscule un peu peut-être. Non, mais c'est très intéressant au contraire. Est-ce que ce niveau-là, c'est déjà en fait du conflit selon vous, ou est-ce que c'est de la tension? Parce que ce que j'entendais en fait dans ce que disait Patrice, c'était finalement une forme de tension et avec des non-dits et une verbalisation qui qualifiait de conflit, mais c'était juste peut-être des tensions qui s'exprimaient sans pour autant que ça aille jusqu'au conflit. Est-ce que là, finalement, cet exemple que vous citez, est-ce que c'est déjà en fait du conflit ou est-ce que c'est de la tension? Vous avez la réponse ici. Soit vous avez les trois et c'est du conflit, soit vous n'en avez que deux et c'est effectivement une dégradation relationnelle qu'on peut aussi appeler tension. Pourquoi pas, ce mot fonctionne également. Ouais. Ok. Donc c'est une question de définition. C'est une question de est-ce que j'ai les trois ou pas, c'est ça. C'est une question de diagnostic, on pourrait le dire comme ça, même si moi c'est pas mon boulot et je n'aime pas poser ce mot, mais il me semble qu'il a l'avantage d'être clair. Si j'ai de la contrainte, si j'ai de l'interprétation des mots par lesquels je vais juger, ou l'autre va se sentir jugé, et si je lui prête l'intention de le faire contre moi, alors c'est du conflit. Mais ça veut dire qu'on peut même être en conflit avec quelqu'un qui n'est pas en conflit avec nous, pour aller au bout de cette idée. Ouais. Si on reprend votre exemple, vous m'appelez à 20h 10 fois pour un dossier que je ne vous ai pas rendu, et que dans vos messages vocaux, vous me mettez du jugement
t'es incompétente et tu t'en fous, voilà, t'es nul. Et tu t'en fous, tu te moques de Mm. tout. Du coup, vous me mettez une contrainte. Oui, je vous oblige à recevoir ces coups de fil. Donc là, on est dans du conflit. On est moi, je suis en conflit avec vous. Voilà, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Et vous êtes en conflit avec moi si vous vous sentez jugé par les mots que je vais laisser, si vous vous sentez jugé par ces appels incessants, et si vous dites il le fait pour me détruire, il le fait parce qu'il veut me pousser, il veut que je m'en aille, il veut me virer, il m'aime pas. Et là, vous êtes en conflit avec moi. Exactement. Et alors pourquoi ? Parce que mais je vais répondre parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vous qui êtes en conflit parce que vous donnez prise à ça. Si vous vous dites en fait mon manager, il est tellement incompétent que déjà il croit qu'en m'appelant une 10e fois, alors qu'au bout de 9 j'ai pas répondu, il croit que je vais répondre. Mais le pauvre quoi. Il doit être malheureux dans sa vie pour appeler les gens à 20h 10 fois. Vous voyez, vous pouvez presque avoir de la compassion pour moi. Vous pouvez vous dire, ok, il est tellement en colère là, parce que ce dossier, c'est vrai que pour lui, il est important. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire, j'avais mes enfants à récupérer, mais je comprends que ce soit un dossier important pour lui. Il est tellement en colère qu'il dit des gros mots. Et donc, il veut essayer de m'obliger à le rappeler, tout ça, mais non, je le rappellerai pas. Je vais passer ma soirée tranquillement, et demain, j'irai le voir, je discuterai avec lui, parce que en fait, il se trompe. Je vais pas chercher à l'embêter ou à l'empêcher de rendre son dossier. C'est juste que la forme, ça va pas. Mais si vous donnez pas prise à ça, vous n'allez pas vous sentir harcelé et vous ne serez pas en conflit. Et c'est vachement plus confortable. Oui. Je me rends compte, entre-temps, vous avez développé, en fait, ça va être une petite redite, mais ça me permet, moi, de remettre mes pensées en ordre. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, il peut y avoir des conflits larvés, non exprimés, des conflits ouverts, des conflits à sens unique. Et c'est pas forcément l'expression de la problématique qui fait le conflit, en fait. C'est vraiment cette définition-là qui permet de le comprendre. C'est-à-dire que si je me dis que vous êtes un âne batté, mais que je ne vous le dis pas, jusque-là, ça va. En tout cas, pour vous, ça va. Si vous ne le sentez pas. Ouais. Et si je vous le dis, ça va éclore. Mais en effet, il faut quand même qu'on ait les trois pour être en conflit. Ça, c'est sûr. Donc tout ça pour essayer. Alors je vais clore. Hein, il est l'heure. On travaille donc en QRT, en qualité relationnelle au travail, sur ça. Je vous ai posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, on n'a pas le temps de le faire. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Comment est-ce qu'on définit une personne ? Comment on définit une relation ? Comment on définit un conflit ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre équipe, qui nous permet de garder une bonne relation ? Mais aussi, qu'est-ce qu'on a pu faire par le passé qui nous a amené des dégradations relationnelles, peut-être même des conflits. Peut-être que c'est pour ça que Georges il est parti l'an dernier, parce que il se sentait pas intégré dans le collectif. Il imaginait des choses peut-être, ou il a entendu des choses. Et puis ensuite, donc là on travaille vraiment sur la relation, c'est-à-dire ce qui est la matière écrite nulle part, dite nulle part, qui fait la motivation émotionnelle de notre relation. Et encore une fois, si cette motivation elle est bonne, la technique elle est facile. Si cette motivation elle n'est pas bonne, la technique elle est compliquée et souvent elle passe par le juridique. Une fois qu'on a travaillé sur la dimension émotionnelle, après on peut aussi travailler sur les dimensions techniques. Et là on bascule plutôt en coaching d'équipe, avec des questions qui sont « qui sommes-nous collectivement ?» Quelle équipe sait répondre de façon claire et spontanée à cette question-là ? Qui sommes-nous collectivement ? À quoi est-ce qu'on sert ? Quelle est notre raison d'être ? De quoi est-ce qu'on a besoin pour être en confort et en sécurité, pour remplir nos missions ? Comment est-ce qu'on résout nos différends ? Comment est-ce qu'on prend nos décisions ? Quelles sont nos valeurs ? Enfin voilà, tous les sujets qui font que dans une équipe se définit par un certain nombre de paramètres qui sont ses membres, qui sont donc je suis membre ou pas de l'équipe, qui sont sa gouvernance, qui est le patron ou qui est l'entité dirigeante de l'équipe, quel est notre objectif, un peu tout ça, mais en vrai elle se définit surtout par quelque chose qui n'est écrit nulle part, qui n'est pas bien facile à définir, qui est la relation entre les personnes. Et c'est ça qui fait qu'une équipe elle fonctionne ou pas. On en a des exemples très souvent dans le sport. Mais c'est pareil dans une équipe professionnelle, dans une entreprise. Plus la relation entre les personnes elle est bonne et la motivation à être en relation avec les autres elle est bonne, et plus l'équipe va être performante. Et donc c'est en nourrissant ça et en travaillant sur les quelques questions que je vous ai proposées là et d'autres aussi qu'on va améliorer la performance globale d'une équipe. Je vous remercie de votre attention.
Et si vous avez d'autres questions, Nathalie, au fond, et d'autres personnes chez Avec Santé sauront vous connecter à moi si vous le souhaitez, avec plaisir. Merci beaucoup.